Bonsoir, chers élèves. Nous nous rencontrons encore une autre fois avec grand plaisir pour l'enseignement du français au secondaire qualifiant et c'est toujours la progression de la première année du baccalauréat. Après avoir bien sûr attaqué des questions sur l'espace, les lieux, sur les enfants dans la boîte à merveilles et sur d'autres thématiques bien sûr dans les œuvres au programme, aujourd'hui nous allons essayer de couvrir un phénomène en fait stylistique et qui concerne les 3 modules que vous avez en première année du baccalauréat. Je veux bien dire la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui, Antigone de Jean Anouilh et bien sûr le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. La thématique d'aujourd'hui, ce sont bien sûr les figures de style dans l'œuvre littéraire. Et quand on parle de figures de style, il faut d'abord qu'on revienne sur un petit survol historique. Les figures de style proviennent d'une science, c'était carrément une science, et ça s'appelait la rhétorique chez les anciens, surtout chez les Grecs. La rhétorique chez les anciens, elle se définissait comme l'art de bien parler. C'est l'ensemble des techniques qui permettent de rendre le discours efficace. Rendez-vous bien compte, chers élèves, qu'aujourd'hui, même les gens, bien sûr, dans le marketing, dans le commerce, pour bien vendre, il faut savoir convaincre. Pour bien séduire le client et pour bien sûr, gagner sa vie, il faut vraiment faire un beau discours et essayer de convaincre, bien sûr, celui à qui nous nous adressons. Donc, on comprend dès le départ par cette définition que la rhétorique, ça concernait surtout l'oral. C'était le don de parler, de convaincre, d'avoir cette capacité oratoire qui captivait les gens et qui séduisait les gens. Et les littéraires, bien sûr, et les poètes ont très bien utilisé cette capacité. Et c'est pour cette raison que quand on lit les œuvres, quand on lit la poésie, il y a une expressivité très soulignée. Alors, quand un auteur veut attirer l'attention de son lecteur, il veut attirer son attention par, et pour d'ailleurs, le séduire, pour aussi le convaincre. Quand on lit bien sûr un poème, on est séduit par l'expressivité, par la poéticité bien sûr du poème. Mais on peut très bien lire un roman, ou on peut très bien lire un texte argumentatif, alors l'auteur a pour vision, et par objectif précis bien sûr, le fait de nous convaincre, nous lecteurs. On peut bien sûr attirer l'attention du lecteur pour l'impressionner, avoir une impression sur lui. Et là, on touche surtout à la sensibilité du lecteur. On veut l'émouvoir, on veut qu'il partage avec nous un sentiment. On veut qu'il ait de la pitié, d'accord, avec par exemple un narrateur. Il veut aussi peut-être lui transmettre une certaine vision du monde. Victor Hugo, quand il écrit, bien sûr, son dernier jour d'un condamné, c'est bien sûr pour nous transmettre un point de vue sur la peine de mort et sur l'abolition de la peine de mort. Et c'est pour cette raison que depuis la première page jusqu'à la dernière, c'est une façon de regarder et de réfléchir sur la peine de mort. Et pour nous inviter à réfléchir, il doit utiliser une certaine rhétorique, un certain style et bien sûr des figures de style. Il a donc, ça veut dire l'auteur, recours à l'expressivité, il marque un écart avec la norme. Ce n'est pas le langage de tous les jours. Ce n'est pas la langue standard qu'on utilise normalement dans une optique bien sûr fonctionnelle. Cet écart, c'est le recours bien sûr aux figures de style. On va voir pourquoi on parle d'un écart de la norme avec ce qui va suivre bien sûr selon les types de figures de style qu'on va voir lors de cette séance. Quand nous utilisons une figure de style, nous n'appelons plus les choses par leur nom. Regardez par exemple dans un poème, on n'appelle pas bien sûr le ciel, d'accord, ciel. La majorité des fois, on parle d'une voûte céleste. Quand on parle par exemple de l'eau, on ne dit pas l'eau, on dit une onde. C'est des termes qui appartiennent bien sûr à la langue précieuse et qui ont beaucoup plus d'expressivité pour nous transmettre un message poétique, un message expressif. Donc, si on prend cette phrase que j'ai prise bien sûr dans
les romans que vous avez au programme. Les bruits de la nuit roulaient encore dans ma tête. C'est une phrase prise dans la boîte à merveille. Donc vous voyez très bien que normalement, dans la vérité, dans la réalité, les bruits ne roulent pas. D'accord? Mais quand il utilise ici, là, le narrateur, rouler encore dans ma tête, c'est une façon d'attirer l'attention du lecteur. C'est de l'impressionner par ce verbe-là. Et dans une phrase normale, dans la langue bien sûr ordinaire que nous utilisons chaque jour, on dira tout simplement « J'entendais encore les bruits de la nuit ». J'entendais encore. J'utilise le verbe entendre, qui est un verbe tout à fait, bien sûr, normal, dans un langage tout à fait normal. Donc, c'est pour cette raison que nous parlons ici d'un écart de la langue qui est utilisé, bien sûr, dans la vie de tous les jours. Alors, chers élèves, allons-y. J'espère que vous êtes là et que vous êtes très attentifs. Regardons un petit peu quelques figures de style, mais nous n'allons voir que les principales, s'il vous plaît. Nous allons focaliser notre attention, pour ne pas se disperser, sur seulement les principales figures de style dont vous aurez besoin lors des contrôles continus dans vos classes et dont vous aurez besoin aussi lors de l'examen régional, bien sûr, du français. N'allons pas voir ou étudier d'autres figures de style dont vous n'en aurez pas besoin du tout et que vous ne trouverez même pas dans les œuvres, bien sûr, au programme. Alors, les principales figures de style, permettez-moi de vous les présenter. D'abord, il y a les figures de l'analogie. Ressemblance entre deux termes. Là, un conseil, une petite suggestion, permettez-la moi, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous dire, chers élèves, et ça va beaucoup vous faciliter la tâche quand vous allez faire vos révisions des figures de style. Essayez de les réviser par bloc, par type. N'allez pas réviser les figures de style dans leur, bien sûr, généralité. Prenez les figures d'analogie. Après, on ira voir les figures de la substitution. Quand je dis substituer, c'est remplacer. Remplacement d'un terme par un autre. Il y a encore les figures de l'opposition. Dans un même énoncé, on emploie des mots qui n'ont aucun rapport logique ou sémantique. C'est de là où l'on revient toujours sur cet écart de la langue, bien sûr. Mais c'est voulu. Figure de l'amplification et de l'insistance. On parle aussi des figures de l'exagération. Alors, ces figures-là permettent d'exprimer l'intensité d'une idée. Ils permettent d'exprimer l'intensité, la force d'une idée, bien sûr. Voilà les 4 types de figures de style et ce sont les principales que nous allons voir ensemble. On commence d'abord par les figures de l'analogie. La première figure de style, et je suis certaine que vous la connaissez très bien, d'accord? C'est la comparaison. La comparaison, qu'est-ce qu'on a comme définition? À l'aide d'un mot comparatif, comme, pareil, semblable à, aussi que, le plus, la comparaison rapproche 2 éléments comportant une caractéristique commune, des points communs qui entraînent un jugement de ressemblance exprimé par un verbe, un adjectif ou une conjonction. Donc la comparaison, c'est stylistique. Il y a une ressemblance entre 2 choses, 2 idées, 2 animaux, 2 êtres animés. D'accord? Et avec quoi on fait cette comparaison? Par le biais de moyens stylistiques ou de moyens, tout simplement, bien sûr, linguistiques. Prenons un exemple, s'il vous plaît. Le comparer d'abord, c'est l'élément réel. Par exemple, je vais prendre ici la campagne. Le comparant, c'est l'élément image. C'est à quoi on compare l'élément réel. Le bouquet. L'outil de comparaison. Alors, l'outil de comparaison ici, c'est comme. D'accord? Et la phrase que ça va nous donner, la campagne paraît comme un bouquet sentait le miel. La campagne paraît, ça veut dire décorée, ornée, d'accord? Comme un bouquet sentait le miel. Donc nous avons la campagne qui est comparée
un bouquet. Et l'outil de comparaison, c'est bien sûr ici comme. La comparaison peut être exprimée par un verbe. La couleur de ses yeux ressemble à celle du ciel. Ça, la comparaison ici, elle est bien sûr exprimée par le verbe ressemble. Exprimée par un adjectif. Son courage est pareil à celui d'un lion. Exprime aussi par une conjonction. Il nage comme un poisson. Voyez, chers élèves, remarquez bien avec moi, s'il vous plaît, que les phrases que je vous propose ici ne sont pas tirées des œuvres programmes. J'essaie le plus possible de vous faciliter d'abord la tâche avec des exemples très faciles, très simples. Et tout de suite après, on va essayer de voir des exemples, bien sûr, tirés des œuvres au programme. Regardez, nous allons citer des exemples dans la boîte à merveilles d'Ahmed Sfriwi. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. Il y a une comparaison entre les jours de fête et les jours ordinaires, les jours où il y a la routine. Rappelez-vous qu'ici, le narrateur Sidi Mohamed, il est en train de parler des jours après la fête de l'Achoura. Quand il y a la fête de l'Achoura, c'est la liesse. C'est tout le monde qui est content. Les enfants, les femmes, les hommes bien sûr, mais après, ça devient un petit peu morne et gris. Un deuxième exemple, si vous le permettez. Elle me sortit du seau, me jeta dans un coin comme un paquet. Rappelez-vous, ça c'est le chapitre 1 bien sûr, dans lequel le petit garçon nous raconte sa mésaventure, son mauvais souvenir bien sûr au bain mort avec sa maman. Elle le sort du seau et puis elle le jette carrément bien sûr dans un coin, d'accord, comme un paquet. Et c'est un très mauvais souvenir pour notre petit garçon. Un autre exemple dans Antigone, ou d'autres exemples bien sûr dans Antigone de Jean Anouilh. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Ça, c'est Antigone qui parle dans, bien sûr, son affrontement avec Créon. On dirait, c'est une, bien sûr, modalisation pour exprimer aussi une comparaison. Un autre exemple, Créon, il est sorti comme un fou. Encore une autre comparaison exprimée ici par une conjonction. D'autres exemples dans, bien sûr, le dernier jour d'un condamné. Je me sentais emporté avec stupeur, comme un homme tombé en léthargie, qui ne peut ni remuer, ni crier, et qui attend qu'on l'enterre. Alors là, c'est le dernier jour d'un condamné, c'est notre, bien sûr, condamné à mort qui est en train à réfléchir à lui, et bien sûr, à cette absence carrément de sensation qui le prend à chaque fois qu'il pense qu'il va mourir. Parmi ces figures éteintes et mornes, ça et là, brillaient quelques yeux perçants et vifs, comme des points de feu. Alors là, il est en train de décrire la foule qui vient bien sûr se délecter, bien sûr, à ce spectacle de la mort, à ce spectacle bien sûr de la guillotine. Donc, voilà quelques exemples. Attention, dans vos œuvres au programme, vous avez une multitude. Ça foisonne de comparaisons. La comparaison, c'est la figure de style la plus simple, la plus facile qu'on puisse trouver dans une œuvre littéraire. Passons à une deuxième figure de l'analogie cette fois-ci, bien sûr, c'est la métaphore. Alors la métaphore, c'est quoi, chers élèves? C'est très facile, attention. C'est seulement une comparaison sans l'outil de comparaison. On enlève l'outil. D'accord? Cet outil-là qu'on utilise quand on fait la comparaison, on l'enlève et nous tombons sur la métaphore. Voilà une définition. C'est une comparaison sans terme comparatif. Création de correspondance inédite dans la réalité. Ça veut dire que la métaphore, c'est très difficile de l'utiliser bien sûr dans la réalité. C'est pas logique, il n'y a pas de logique là-dedans. C'est le langage poétique par excellence. Et il y a une incompatibilité logique entre les termes de l'énoncé. Il n'y a pas de logique entre les termes de l'énoncé. Regardez cet exemple. Ma soif est un esclave nu.
Alors j'ai fait exprès de prendre cet exemple extrême de l'étrangeté, de l'illogique, bien sûr, qui est présenté par la métaphore. Ça, c'est Paul Verlaine, c'est un poète. Alors, on va se demander, quelle relation y a-t-il entre, bien sûr, ma soif et esclave? Aucune relation logique. Et même dans la réalité, on va dire, ma soif est un esclave nu, peut-être qu'il va exprimer, bien sûr, le sentiment d'une injustice, bien sûr, ici, d'accord? Mais c'est quelque chose de frappant. Ma soif est un esclave nu, on ne peut pas rester insensible à une telle expressivité. Revenons à nos œuvres, bien sûr, et commençons par un exemple tiré de la boîte à merveilles. Ma mémoire était une cire fraîche, et les moindres événements s'y gravaient en images ineffaçables. Donc là, il y a une comparaison de la mémoire avec une cire fraîche. Sauf qu'il n'y a pas ici l'outil de comparaison. Je ne dis pas ma mémoire ressemble à une cire fraîche, je ne dis pas que ma mémoire est comme une cire fraîche, je passe directement, ma mémoire était une cire fraîche, et les moindres événements s'y gravaient en images ineffaçables. La boîte à merveilles. Regardons maintenant pour le dernier jour d'un condamné. C'étaient les prisonniers, spectateurs de la cérémonie en attendant leur jour d'être acteurs. Ils comparent les prisonniers, ils comparent bien sûr, ici le ferrage, c'est la scène du ferrage, une scène d'ailleurs terrible bien sûr, ils les comparent à des spectateurs, mais eux aussi un jour, ils seraient bien sûr acteurs. Antigone ne peut plus vivre, Antigone nous a déjà quittés tous. Alors il compare Antigone à une morte, à une disparue. Et donc c'est à partir d'Antigone de Jean Anouilh. La métaphore se présente de deux façons. Le comparé et le comparant sont présents dans l'énoncé. Tu as toute la vie devant toi, tu as ce trésor toi encore. Là nous avons le comparé c'est la vie, le comparant c'est ce trésor. Tous les deux sont présents dans notre énoncé. Mais on peut avoir une autre façon. Le comparé est absent de l'énoncé. Je me glissais hors de cet SM de femme pour aller caresser un gros matou étalé de tout son long contre le mur. J'ai seulement SM de femme, mais je ne sais pas, bien sûr que comme un SM d'abeille. On ne parle pas d'abeille ici, d'accord? Donc, avec quoi on compare ici? Il est absent de l'énoncé. Donc la métaphore se présente soit avec la présence du comparé et du comparant, soit avec l'absence, bien sûr, du comparant. Je passe, chers élèves, à la métaphore filet. Et là, s'il vous plaît, faites très attention à ça. C'est pas difficile du tout. Il faut seulement faire attention. Elle introduit dans un texte les termes d'un champ lexical. La métaphore se manifeste tout au long du paragraphe ou de la strophe. C'est la métaphore filet, c'est-à-dire prolongée sur plusieurs mots. Là, la métaphore, on peut l'avoir dans une seule phrase, une toute petite phrase. Mais quand on a une métaphore qui se prolonge sur un paragraphe, dans, bien sûr, le discours, dans la prose, mais quand on a une métaphore qui se prolonge tout au long, bien sûr, d'une strophe dans un poème, on appelle ça une métaphore filée. Voilà un exemple, tiré d'Antigone. Et tu risques la mort maintenant que je refusais à ton frère ce passeport dérisoire, ce bredouillage en série sur sa dépouille, cette pantomime dont tu aurais été la première à avoir honte et mal si on l'avait jouée. Là, c'est Créon qui parle à Antigone, bien sûr, du fait qu'Antigone n'accepte pas que son frère ne soit pas enterré. Rappelons-nous, c'est son frère Polynice. Alors quand je parle de ce passeport dérisoire, je parle de ce bredouillage en série, cette pantomime, là, nous sommes dans, bien sûr, une métaphore filée qui se prolonge sur toute cette tirade qui n'est pas très, très courte, qui est une tirade quand même assez longue. C'est ce qu'on appelle, bien sûr, la métaphore filée. Chers élèves, je suis obligée de vous quitter, mais seulement pour vous rencontrer, bien sûr, lors d'une autre séance. Nous n'avons pas pu terminer pendant cette séance, bien sûr, les figures de l'analogie. Il nous reste encore deux figures, bien sûr, de l'analogie, qui sont l'allégorie et la personnification. Alors, jusqu'à ce temps-là, révisez bien les figures de style,
Ne soyez pas impressionnés par leurs difficultés, ils ne sont pas difficiles du tout, du tout. Et insistez beaucoup sur le concret, insistez beaucoup sur des exemples concrets tirés de vos romans et n'insistez pas beaucoup sur la théorie. Au revoir.